services publics devraient être soit gratuits, comme l'éducation, soit payants, comme l'électricité, mais que ce ne soit pas véritablement des prix marchands, soit également proches des prix marchands, mais quand même qui ne soient pas donc sous le régime de la rentabilité capitaliste. Et aujourd'hui, de ce qu'on appelle la valeur actionnariale. Le socialisme doit faire une place à part aussi à ce que j'appellerais, ce qu'on pourrait appeler les secteurs stratégiques. C'est-à-dire les secteurs dans l'économie qui sont indispensables au maintien d'une certaine indépendance et souveraineté nationale. Ceci étant dit, qu'en est-il en Chine? Alors, je vais être assez bref parce que ça prendrait trop de temps, mais vous me poserez peut-être des questions là-dessus. En ce qui concerne les biens fondamentaux, d'abord, on peut dire que le système chinois peut se réclamer du socialisme, mais qu'il va quand même moins loin que le système français. C'est vrai. En matière, par exemple, d'éducation ou en matière de santé, ils ne sont pas au niveau français. Mais ça progresse. En ce qui concerne les biens de civilisation, comme l'électricité, le gaz, le téléphone, l'eau, etc., les prix, sauf pour l'électricité, ne sont plus administrés, certes. Mais ce ne sont pas non plus les prix du marché capitaliste parce que les acteurs ici, qui sont des entreprises d'État, ne pratiquent pas exactement ce qu'on peut appeler des prix capitalistes. S'agissant des biens stratégiques, alors là, la chose est claire et nette. Les biens stratégiques, la liste est très longue en Chine, elle est publiée. En France, elle est minime, elle est très longue, et les biens stratégiques, là, sont des monopoles d'État et sont fermés aux investisseurs étrangers. Parmi ces biens stratégiques, alors là, je vais quand même faire un petit bémol, parmi ces biens stratégiques, on peut ranger les banques. Parce que les banques sont des acteurs stratégiques de l'économie. Alors qu'en est-il des banques chinoises? Eh bien, l'essentiel du système bancaire, pour ceux qui ne le savent pas, est dominé d'abord par 3 banques dites politiques qui sont directement sous la coupe de l'État, et par 4 autres mégabanques, et qui sont également des banques publiques. Donc on peut dire que ces banques publiques, le capital a été ouvert. Je reviendrai tout à l'heure. Mais on peut dire que, pour l'essentiel, en ce qui concerne les biens sociaux, en ce qui concerne les services publics, on peut dire que là, il y a des aspects socialistes en Chine. J'essaie de suivre mon topo. Alors, maintenant, 3e point de ma grille. L'existence de j'en viens à cela. L'existence de formes propriété. Quelle forme de propriété? Selon moi, ces formes de propriété devraient être diversifiées. Et ceci en fonction du degré de socialisation des forces productives. Depuis la propriété publique, notamment lorsqu'il y a un monopole, mais pas seulement, jusqu'à la petite propriété individuelle, où la socialisation est la plus faible. Il n'y a pas de raison que le coiffeur ou le fleuriste soient des fonctionnaires d'État, comme c'était le cas en URSS et comme c'était le cas en Chine. Donc il peut y avoir toute une floraison de formes de propriété correspondant à ces différents niveaux de socialisation. Alors qu'en est-il en Chine? Alors, je vais commencer par le sujet le plus délicat, c'est celui de la propriété publique en Chine. La propriété publique en Chine est importante, et probablement l'une des plus importantes du monde. Elle n'est plus, je le dis tout de suite, elle n'est plus majoritaire. Elle est minoritaire. Bon, je vous passe les chiffres, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, si on parle des actifs possédés, du nombre d'emplois, de la hauteur des profits. Bon, oui, c'est un petit peu compliqué, donc pour simplifier ce soir, disons qu'elle est minoritaire, mais qu'elle occupe
toutes les positions centrales dans l'économie. C'est pas l'énergie, la pétrochimie, l'eau, la poste, le téléphone, la distribution d'électricité, les chemins de fer, l'armement, la construction d'infrastructures, le transport aérien et maritime, tout cela est public en Chine. Et c'est d'ailleurs l'argument qu'avancent les dirigeants chinois pour dire nous sommes un pays socialiste parce que nous avons une forte propriété publique et une propriété publique qui n'est peut-être pas majoritaire, mais qui occupe le cœur de l'économie. Deuxièmement, la plupart de ces entreprises publiques, là nous arrivons à un point délicat, ont été transformées en sociétés par action. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle quelque chose. Vous vous souvenez que pour nos entreprises publiques, quand elles ont été transformées en sociétés par action, c'était le premier pas avant de les privatiser ou de garder une petite part de capital. Ce n'est pas le cas en Chine. Toutes les entreprises publiques, l'État y reste très très largement majoritaire. Pourquoi alors, pourquoi avoir introduit ce système de société par action? Et c'est là que se pose la question, à mon avis, la question là, le véritable sens de la question, est-ce que nous avons affaire à un capitalisme d'État? Parce qu'à partir du moment où nous avons une société par action, est-ce que nous n'avons pas ici quelque chose qui est gouverné par la rentabilité capitaliste, par la recherche de la valeur actionnariale? Non, pas tout à fait. Et c'est là que je vais donner une appréciation nuancée. Pas tout à fait, les choses ne sont pas aussi simples. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, c'était pour rendre ces entreprises publiques mieux gérées, plus efficaces. C'était, je vais essayer de vous faire comprendre le problème, il m'a longtemps préoccupé dans la recherche sur les modèles de socialisme, c'était pour répondre à l'argument des libéraux qui disent « Lorsque vous confondez économie et politique, vous obtenez quelque chose qui va de travers. Hein, une confusion des genres qui fait que l'économie ne marche pas bien. Par exemple, vous n'avez pas une contrainte budgétaire dure sur l'entreprise, vous avez une contrainte budgétaire molle, c'est laxiste, donc voilà, on fait des bénéfices ou on n'en fait pas, ou on peut se trouver en situation de déficit, c'est pas grave, etc. Le fait, les entreprises chinoises étaient dans cette situation-là, c'est qu'elles étaient sous tutelle étatique. Sous tutelle étatique, avec quantité de défauts, des actifs qui étaient mal évalués, une multiplication des contrôles administratifs, des investissements hasardeux, enfin voilà. Et c'est pour sortir de ça que c'est la première raison, n'est-ce pas, qu'on a transformé ces sociétés publiques en sociétés par action, l'État, je le rappelle, restant absolument et très largement majoritaire. C'est un problème. Je pense même, enfin, on n'a peut-être pas le temps ici de le développer, je pense même que les Chinois ne sont pas allés assez loin dans cette autonomisation de la gestion des entreprises publiques. Je pense qu'elles sont encore trop sous contrôle. Par exemple, c'est l'État qui nomme les dirigeants. Donc la première raison, la raison principale était celle-là. Le danger, c'est qu'effectivement, avec ces sociétés par action, on risque de glisser sur une pente savonneuse, la pente du capitalisme d'État pur et dur. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. Et je vais vous dire pourquoi, au moins pour deux raisons. La première, c'est que quand l'État est propriétaire, et il est largement propriétaire, il ne réclame pas, comme n'importe quel actionnaire, il ne réclame pas des dividendes importants. Pendant longtemps, il n'en a même pas réclamé du tout. À ce propos, vous noterez la différence avec nos entreprises d'État. Nos entreprises publiques sont sommées par l'Europe, par la Commission européenne, de se comporter comme des entreprises privées. C'est le fameux test de l'entreprise privée, de l'investisseur privé. Et si ce n'est pas le cas, alors elles seront attaquées pour recevoir des aides d'État subreptices.
Donc ça se veut dire, là, les entreprises d'État chinoises ne seraient pas acceptées par la Commission européenne et par les institutions européennes. Donc l'État se contente de... Maintenant, elle demande un peu de dividendes, de l'ordre de 20%, mais vous pouvez remarquer que 20%, c'est pas beaucoup par rapport à ce que réclament les grands investisseurs capitalistes, les fonds de pension et autres, les fonds d'investissement, hein, la rentabilité exigée des multinationales, de Total par exemple, c'est 50, soit au moins 50% des bénéfices. Donc, ce premier point fait une différence importante. C'est-à-dire que nos entreprises d'État peuvent consacrer davantage à l'investissement au lieu d'enrichir leur propriétaire principal, l'État. Le deuxième point est un petit peu plus problématique. Les salariés et les employés jouent dans ces entreprises publiques un rôle relativement faible, mais pas négligeable. Ils sont présents dans le conseil de surveillance et ils sont présents dans ce qu'on appelle là-bas le congrès des employés, c'est-à-dire une assemblée générale des travailleurs. Bon, il est vrai que ils jouent surtout un rôle consultatif. Moi, j'ai eu des exemples, mais quand je suis allé là-bas, parce que évidemment la question m'intéressait, j'ai eu des exemples, j'ai demandé des exemples, on m'a cité des exemples où le congrès des travailleurs, grosse entreprise, hein, c'est pas petite entreprise, avait opposé son veto à une restructuration. Et elle ne s'était pas faite. Mais je pense pas que c'était la règle générale. Mais ce que je crois pouvoir dire, c'est que c'est la tendance aujourd'hui. C'est la tendance à renforcer les pouvoirs des salariés. En tout cas, c'est le discours de Xi Jinping. J'ai été très frappé, c'est très net. Je pourrais même vous citer des passages. Nous devons ouvrir des canaux plus larges pour que les travailleurs participent à la gestion démocratique, ce qui se manifeste en premier lieu sous la forme du congrès des employés. Donc, il y a ici une volonté, au moins au plus haut niveau de l'État, de renforcer, enfin de développer la démocratie d'entreprise dans les entreprises publiques. Donc vous voyez, ma conclusion sera nuancée. Capitalisme d'État ou pas, oui, largement du capitalisme d'État, mais pas tout à fait. Il y a quand même des aspects qui font penser, qui feraient penser plutôt au socialisme. Passons aux autres formes de propriété. Là, je serai très bref parce que c'est terriblement compliqué. Je vais vous dire d'abord que le secteur proprement capitaliste est relativement faible, contrairement à ce qu'on peut croire, relativement faible. Peut-être 20% de la valeur produite, la plupart pour l'exportation d'ailleurs. Alors, entre le secteur public et le secteur capitaliste proprement dit, il y a ce qu'on appelle là-bas l'économie collective. Alors l'économie collective, ça regroupe toute une variété de floraisons de formes. Je n'ai pas eu énormément d'informations là-dessus, j'aurais beaucoup aimé en avoir. Je vais vous donner simplement un petit aperçu. Il y a des choses qui ressemblent à nos sociétés d'économie mixte, des municipalités qui mettre du capital dans des entreprises. Bon. Il y a des choses qui ressemblent à des coopératives, beaucoup semble-t-il, mais je n'ai pas de chiffres. Coopératives par action d'ailleurs. Et puis voilà, et puis il y a des entreprises familiales. J'ai visité une entreprise privée, une grosse entreprise privée, un groupe en fait, avec 3 secteurs d'activité, c'était une entreprise familiale. Il y a évidemment l'immensité des toutes petites entreprises, et en particulier dans le secteur paysan, bien sûr. Le secteur paysan. Et puis il y a des choses un peu bizarres, comme par exemple des bourgs collectivistes, qui sont un héritage de l'époque maoïste, mais qui sont très vivants. Il y en a quelques-uns qui sont célèbres, j'en ai visité un. Si vous voulez, je vous l'écrirai lors des questions. J'en ai visité un. Il y en a plusieurs. Et il semble que ce soit en développement et que ça attire aujourd'hui un certain nombre de travailleurs des migrants, qui y trouvent beaucoup d'avantages, même si les salaires ils sont plus faibles. Donc, c'est très divers. C'est un sujet passionnant, mais sur lequel je suis malheureusement pas très très bien informé.
Mais pour une diversité des formes, c'est une diversité des formes, hein, très grande. Hein. Sixième trait, selon moi, caractérisant le socialisme, c'est une distribution des revenus très resserrée. Revenus du travail et revenus du patrimoine, s'il y a du patrimoine, très resserré. Alors là, vous allez me dire, et vous aurez raison, alors qu'en est-il en Chine où nous assistons à une véritable explosion des inégalités? C'est vrai, c'est parfaitement vrai, c'est l'effet du passage à l'économie privée, et partiellement à l'économie capitaliste privée, je viens de le dire partiellement, c'est l'effet plus généralement du marché. Il est vrai qu'à l'époque maoïste, tout cela n'existait pas, c'était le bol de riz en fer, on était pauvre, tout le monde était pauvre, mais il y avait une égalité très forte. Là, l'égalité a littéralement explosé. Alors, bon, là on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose de socialiste en Chine, sauf si on corrige. Et là, je pense qu'on peut corriger. Dans nos pays capitalistes, c'est très difficile de corriger par la fiscalité un système où les forces dominantes résistent de toutes parts. De toutes parts. Je prends un exemple. Vous savez qu'il est... Il paraît impensable ici de fixer des plafonds au salaire des PDG. Paraît impensable. Il y a un code MEDEF, n'est-ce pas, qui devrait être un code de bonne conduite qui est toujours outrepassé, et les exemples ici sont légion tous les jours. Bon. En Chine, alors prenons nos entreprises publiques. Eh bien, nos entreprises publiques, le salaire était pas modulable, mais pour votre gouverne, pour votre information, le salaire moyen des PDG, des grands dirigeants, des grandes entreprises publiques, certaines sont énormes, hein, sont dans les premiers rangs mondiaux, Sinopec ou d'autres, premiers rangs mondiaux, c'est 88 000 € par an. Voilà, comparé avec ces salaires de nos multinationales. Et c'est pourtant trop, dit Xi Jinping. Il faut régulariser, il faut régler tout ça. Il faut corriger tout ça, et notamment il faut corriger les facilités dont jouissent les fonctionnaires. Ils ont trop profité de un certain nombre d'avantages, comme par exemple les voitures de fonction. C'est vrai que quand je suis allé en Chine précédemment, j'étais en général baladé dans une voiture de fonction. Là, j'ai fait à peu près la même chose, mais j'ai toujours c'était mes collègues universitaires ou chercheurs qui m'entraînaient dans leurs déplacements, dans leur voiture particulière. Bon, donc il y a eu ici une volonté au niveau, disons, et puis il y a des slogans, sont écrits, enfin je me les ai fait traduire, il y a des slogans dans les rues pour mener un train de vie modeste, donc ça va dans le sens, évidemment, d'une réduction des inégalités. J'ai fait une intervention sur la fiscalité. On m'avait demandé de faire un exposé sur la fiscalité peut-elle corriger le capitalisme. C'était suite à un article que j'avais fait sur Piketty, bon, tout ça. Et alors j'ai expliqué que oui, ça avait été le cas, mais que ça n'était plus le cas, qu'aujourd'hui ça n'était plus possible. Et j'ai donc regardé un petit peu à cette occasion la fiscalité chinoise. Elle est assez peu redistributive. Je pourrais entrer dans le détail si vous voulez. Et donc, effectivement, là, il serait possible en Chine une fiscalité qui pèse beaucoup plus lourdement sur les hauts revenus et sur le patrimoine et qui rétablisse de l'égalité. Là, c'est possible. Pour l'instant, c'est encore juste un tout début de correction de trajectoire. C'est d'ailleurs... je passe. Je suis assez frappé en lisant les discours des dirigeants chinois, car ne croyez pas qu'ils parlent tous de la même voix. En lisant le discours du Premier ministre Li Keqiang, je vois qu'il faut aller dans le sens d'une balance des intérêts. Voilà, entre les catégories inférieures, moyennes et supérieures. Une balance des intérêts. Quand je lis le discours de Xi Jinping,
Il est beaucoup plus à gauche. Hein. Un discours qui dit il faut d'abord préserver et développer les intérêts fondamentaux des travailleurs ordinaires. Oui, vous avez des différences. Et puis on reviendra peut-être, il y a des différences encore plus fondamentales sur la ligne, l'horizon à venir de la Chine. Vous pourriez à ce propos m'interroger sur la corruption, évidemment. La corruption est considérable. Hein. C'est ici encore un effet du passage largement à l'économie privée et au marché. À l'époque de Mao, il y avait toutes sortes de choses, mais il n'y avait pas de corruption. C'est à peu près inévitable. Alors cette corruption a pris beaucoup d'ampleur, et cette corruption, aujourd'hui, vous savez que vous avez une lutte absolument de très grande ampleur contre la corruption, d'abord au sein du parti. Ce sont des centaines de milliers de fonctionnaires du parti, membres du parti, qui sont passés, qui sont sous examen, qui sont passés au grill, n'est-ce pas? Les plus hauts responsables de l'État, de l'armée même, ont été destitués. Bon. Les moyens sont toujours, d'après la presse occidentale, mais ça ne doit pas être totalement faux, sont parfois très très peu admissibles. Hein, ça peut aller jusqu'à la torture. Bon, en tout cas, c'est plus que c'est pas une purge à la Staline. C'est pas une purge pour se débarrasser d'un autre clan ou de ceux qui vous plaisent pas. C'est une purge pour se débarrasser vraiment de tous ceux qui ont donné dans la corruption. Alors, oui, moi, c'est un sujet que j'ai évoqué justement avec mes interlocuteurs, et puis dans un exposé que j'avais fait en disant oui, mais vous savez, la corruption, la véritable source de la corruption, elle est dans le marché. Hein? Le marché, par définition, il est corrupteur. Le marché, par définition, est manipulateur, menteur et corrupteur. Hein? Et les multinationales sont les maîtresses du sujet en matière de corruption. Donc tant que vous n'aurez pas réussi à socialiser le marché, moi j'y reviendrai, vous aurez de la corruption. 7e point. Rassurez-vous, ça avance. On a presque fini cette deuxième partie. 7e point, je regarde quand même ma montre. On a commencé à 6h30. Il y a 1h10 déjà. Ah oui, alors là, d'accord. D'accord. Alors là, la deuxième partie va être terminée rapidement. Un dernier point du socialisme, socialisme de marché, je préfère dire avec marché, ce serait une législation du travail qui encadre fortement la concurrence. Hein, si nous avions un magnifique socialisme autogestionnaire, par exemple, il faudrait encore ça. Sinon, l'égoïsme d'entreprise fleurirait. Bon. Alors, qu'en est-il en Chine? Eh bien, je dirais que cette législation progresse. Contrairement à ce que l'on dit souvent, elle n'est pas de très bas niveau. Elle n'est pas du niveau français, mais elle n'est pas de très bas niveau. Hein. En ce qui concerne un peu, bon, n'entrons pas dans le détail, la semaine de travail, les congés payés, tout ça. Elle progresse, et le problème, c'est qu'elle était surtout mal appliquée. Et que maintenant, elle commence à être appliquée. Et ici se pose la question des syndicats. Qu'est-ce que font les syndicats, qui font partie d'un grand syndicat unique? Bon, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Là, j'ai fait publier aussi par La Pensée un long article sur le syndicalisme en Chine, très précis, très documenté, très informé, qui nous apporte quelques informations très intéressantes. Vous pourriez aussi me dire, et alors, enfin je vais terminer là-dessus, qu'en est-il de cette horreur chinoise, cet atelier du travail, cet atelier du monde où l'on travaille dans des conditions de surexploitation? Bon, c'est beaucoup moins le cas. C'est beaucoup moins le cas, justement parce que la législation du travail est davantage appliquée. Walmart en sait quelque chose, hein, qui a dû accepter qu'il y ait des représentants syndicaux, alors qu'il n'accepte pas aux États-Unis, qu'il y ait des représentants syndicaux dans ces entreprises en Chine. Et disons que là où les rapports sociaux étaient les plus mauvais, c'est pas dans les entreprises chinoises à proprement parler, parce que
ça ne correspond pas vraiment à l'esprit chinois, mais c'est dans les entreprises étrangères, dans les entreprises taïwanaises en particulier, dont la célèbre Foxconn, et dans les entreprises hongkongaises. Voilà. Alors là, et puisque ça fait déjà 1h10, que je ne peux pas vous mener jusqu'à 1h, je vais sauter la troisième partie. Si, donc je vais la sauter parce que on y reviendra si vous voulez. On la relancera. Bon, si vous voulez que j'en dise deux, trois mots là comme ça, alors, 2-3 mots. C'est pas facile. C'est pas facile. Ce modèle chinois, je vous l'ai présenté, il était un peu trop beau pour être vrai. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'économie chinoise connaît un certain nombre de déséquilibres importants. En particulier, c'était très bien d'investir à tour de bras, mais on a trop investi. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation de surinvestissement. D'abord, l'investissement a une part trop importante dans le PIB, et ensuite il y a des surcapacités, notamment dans l'industrie et dans l'immobilier. Hein. Première chose. Deuxièmement, on a trop exporté. C'était bien, c'était utile, mais maintenant, il faut exporter moins. Il faut s'occuper davantage du marché intérieur. Et par voie de conséquence, la consommation n'était pas suffisante. Elle a progressé, bien sûr, mais elle n'était pas suffisante. Également, autre déséquilibre, l'épargne. Ça explique aussi pourquoi la consommation n'était pas suffisante. L'épargne était surabondante, beaucoup plus abondante que l'épargne française, hein, qui pourtant est une épargne abondante, hein, presque 20% du PIB. Bon, en Chine, c'est 50% du PIB. L'épargne très importante. Et quatrièmement, ou j'en oublie peut-être, le plus important, le plus grave peut-être, c'est la détérioration de l'environnement. C'est l'épuisement des ressources naturelles et la détérioration gravissime de l'environnement. Donc pour toute cette raison-là, il fallait peut-être pas changer le modèle chinois, mais enfin le modifier suffisamment pour le mettre sur des nouvelles bases. Et je résume. En gros, leur idée, c'est que pour cela, il faut faire davantage de place au privé, notamment au privé capitaliste, parce que, par exemple, il sera plus innovateur que les entreprises publiques ou d'autres types d'entreprises, parce qu'il sera plus davantage porté vers la consommation. Deuxièmement, il faudra libéraliser un peu plus que cet encadrement dont je vous parlais, les taux d'intérêt, pour que les Chinois y trouvent un avantage. Actuellement, quand ils placent leur argent en banque, ben, ça leur apporte moins que l'inflation. Bon, donc ils y trouvent un petit avantage. S'ils trouvent un petit avantage, ils épargneront moins, donc ils consommeront plus, etc. Donc il y a un tas de bonnes raisons, si vous voulez, pour changer de modèle et pour aller vers une civilisation écologique. Ça, je crois que le tournant a été vraiment pris en matière écologique et il n'était que temps. Hein. Ceci dit, ce tournant me paraît très inquiétant. Et c'est ce que j'ai essayé de dire là, dans un récent congrès. Me paraît très inquiétant parce que si on réduit trop la part du public, finalement, on va perdre des moyens de contrôle sur l'économie. Parce que si on libéralise trop les taux d'intérêt, on va laisser le marché faire, avec tous les risques, les aléas que ça comporte. Si on supprime le contrôle des capitaux, c'est une catastrophe. Et il est projeté de le supprimer, hein, à l'horizon 2020. C'est une catastrophe, parce qu'à ce moment-là, bon, la Chine est librement ouverte à toutes les spéculations, et même à la fuite des capitaux. Catastrophe. Donc je vois des dangers sérieux. Et pour terminer sur la Chine, après on va parler de nous, pour terminer sur la Chine, je vous dirais que je ne sais pas où elle va. Qu'en fait, il y a deux grandes orientations. Il y a manifestement une orientation libérale, dans le sens du libéralisme, puissante. Et il y a une orientation plutôt dans le sens keynésien ou socialiste. C'est un débat qui n'est pas, comment dirais-je, très ouvert, est un peu feutré.
mais il est assez facile de le reconnaître. Il y a certainement pas mal d'intellectuels ou de dirigeants chinois qui disent, bon, il faut transformer notre économie, il faut en faire une grande économie à l'occidentale. Hein. Il faut que le secteur public soit réduit à ses monopoles naturels. Pour le reste, c'est une économie de type capitaliste qui sera ce qui est le mieux pour la Chine. Alors ça, c'est très sérieux. Moi, j'étais à un congrès Marx International. Alors là, il y avait que des marxistes. Évidemment, ce n'était pas leur avis. Ils voulaient, au contraire, aller rajouter du socialisme à ce qui existe déjà. Et alors, c'est cette situation très paradoxale de la Chine, très étonnante, presque schizophrénique, je dirais. Vous avez d'un côté un pouvoir qui se dit socialiste et qui a ses références, marxisme-léninisme, pensée Mao Tse-tung, et j'en passe, et puis ensuite les successeurs, Deng Xiaoping, etc., qui a ses références. Hein, et où le marxisme a le droit de citer, mais largement, largement. Les instituts du marxisme, il y en a partout en Chine. Ça ne veut pas dire forcément qu'on y travaille sur Marx, mais il y en a partout. Et d'un autre côté, vous avez une pensée libérale très puissante qui pénètre la Chine, vous devinez comment, à travers les écoles de commerce et les écoles de management. Et à travers une partie des économistes. Alors je ne suis pas assez informé ni assez observateur pour vous dire qui va gagner. Mais je sens bien qu'il y a une lutte souterraine extrêmement profonde et que je ne sais pas dans quel sens va aller ce nouveau modèle chinois. Dans un certain sens, il va à gauche. J'en ai donné 2 ou 3 indices. Dans d'autres sens, il risque de pencher sérieusement à droite. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Peut-être une réponse à des questions. Alors, bon, j'en viens à peut-être ce que je voulais vous dire, hein, ou alors je vous laisse tirer vos propres conclusions. Hein. Bon. Si vous voulez que de mes conclusions, pouvons-nous en France nous inspirer du modèle chinois? Mais je crois que nous aurions grand avantage. D'abord, il s'agirait de faire un retour au keynésianisme. Un retour au keynésianisme dans le cadre de l'Union européenne, ce n'est pas une petite affaire. Hein. Attendez, que je retrouve un peu mon plan pour... Voilà. Ce n'est pas une petite affaire. A priori, l'Europe n'est pas économiquement parlant, je laisse de côté d'autres aspects, n'est pas une mauvaise idée. Un grand marché de plus de 500 millions de consommateurs, c'est bien. Mais ça paraît presque impossible de revenir au keynésianisme sans les ruptures dont je vais parler. Parce que l'eurolibéralisme a tourné le dos complètement à ces politiques. À travers les quelques exemples chinois que je vous ai donnés, les quelques traits, vous avez vu la différence. L'eurolibéralisme, c'est réduire l'État. Réduire la voilure de l'État toujours plus. Au profit des grandes banques, des multinationales, des marchés financiers. Hein? C'est eux qui ont investi l'État. Et je dirais même plus, j'ajouterais même que dans les circonstances présentes, la crise des dettes souveraines a été une occasion en or pour liquider les derniers restes de keynésianisme en Europe et pour imposer l'agenda néolibéral. Le cas de la Grèce étant exemplaire, si je puis dire, particulièrement flagrant. Tout ce qu'il y avait là-bas d'un peu keynésien, secteur public, bon, plein de choses, tout doit être mis en liquidation, exactement comme on a fait dans l'ancienne RDA. L'ancienne RDA a été mise en liquidation en 24 heures. Je ne vais pas vous rappeler un petit peu l'histoire, mais il a suffi d'un truc, c'est quand même, je veux le dire, c'est important. Ça me vient à l'esprit et ça me...
L'ancienne RDA, la réunification aurait pu se faire d'une manière raisonnable. La réunification s'est faite en dupant des Allemands de l'Est, en leur disant, voilà, votre marque de l'Est vaudra le marque de l'Ouest. Donc, il n'y aura plus qu'un seul marque. Comme le marque de l'Est était en fait, valait à peine le tiers du marque de l'Ouest, bon, du jour au lendemain, on peut dire du jour au lendemain, en 24 heures, bon ça a pris un peu plus de temps, mais la décision a été prise en 24 heures, toute l'industrie est-allemande a été coulée. Et ensuite rachetée à bas prix. Voilà comment ça s'est passé. Ça a été une forme d'annexion, une forme d'anschluss économique, si vous voulez. Bon, eh bien c'est ce qu'on a fait pour la Grèce, c'est ce qu'on est en train de faire pour la Grèce. Alors, voilà. Donc, l'eurolibéralisme est tellement fort en Europe qu'il faut bien des ruptures. Sinon, nous sommes coincés, nous sommes littéralement englués dans ce cadre politique et économique. Alors, premièrement, il faudrait récupérer, je veux prendre les choses dans cet ordre-là, il faudrait récupérer une souveraineté une souveraineté monétaire. Sortir de l'euro. Et oui, sortir de l'euro. Il n'y a pas 36 solutions. Parce que quand vous restez dans l'euro, vous êtes dans... vous n'avez plus de politique monétaire autonome. Votre Banque de France n'est qu'une filiale de la Banque Centrale Européenne. Vous ne décidez plus de rien. Ni d'aucun taux directeur, ni de rien. C'est la Banque Centrale Européenne qui décide de tout. Et elle décide de tout dans un cadre très particulier, qui est le cadre d'autres institutions européennes, c'est-à-dire les traités. Les traités budgétaires, je parlerai dans un instant, le traité de Maastricht, etc. Donc il faut sortir de l'euro. C'est pas simplement il faut, c'est que ça viendra un jour ou l'autre. Je veux dire, l'euro n'est pas viable. Je n'ai pas le temps de faire une longue démonstration, mais je résume en tout cas. La démonstration a été faite par nombre d'économistes. Une monnaie unique n'est valable que lorsque vous avez une unité politique. Parce qu'une monnaie unique, ça veut dire que les différents États qui composent l'ensemble n'ont plus la possibilité de jouer sur leur monnaie, de dévaluer ou de surévaluer. Ils ne peuvent plus. Alors, comme ils ne peuvent pas, et comme il y a forcément des déséquilibres qui se créent, les disparités vont grandissant. C'est exactement ce qui s'est passé en Europe, entre les pays d'Europe du Nord, pour faire simple, et les pays d'Europe du Sud. Quand vous avez une union, quand vous avez un État fédéral, alors ça se corrige. L'État fédéral américain vient au secours de l'un de ces États qui est en mauvaise posture et l'empêche de faire faillite. Mais le budget fédéral américain, c'est 20% du PIB américain. Le budget européen, c'est 0,3% du budget européen. Du PIB européen. Du PIB européen. 0,3%. Autrement dit, rien. Pour que l'union monétaire marche, il faudrait un État de type quasiment fédéral. Et il faudrait des transferts massifs. C'est-à-dire des transferts massifs de pays plus avancés vers les autres pays. Pas des petites, pas des bricoles, pas des miettes, des transferts massifs. Ça ne se fera pas. Qui peut imaginer une seconde que l'Allemagne, mais même nous autres, vont opérer des transferts de plusieurs points de notre PIB vers la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la Roumanie, que sais-je. Enfin, prenons la zone euro. Ils ne sont pas dans la zone euro. Donc l'euro n'est pas viable. Donc sortir de l'euro un peu plus tôt, un peu plus tard, autant en sortir un peu plus tôt en sachant ce qu'on veut faire. Alors la bonne solution, c'est, mais peut-être que je ne vous apprends rien, en tout cas je vais quand même l'expliquer au cas où vous ne le sauriez pas, c'est non pas la monnaie unique, mais c'est la monnaie commune. Faut-il que je développe ce que c'est qu'une monnaie commune? Bon. Nous pouvons, si on revient aux monnaies nationales, on va se trouver devant des monnaies qui sont livrées
à la spéculation. C'est une des raisons d'ailleurs qui ont motivé ou avancé pour justifier l'euro. Il n'y aura plus de spéculation sur les monnaies puisqu'il n'y en aura plus qu'une. Donc c'est effectivement un problème. Dans une monnaie, s'il y a une monnaie commune, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est une monnaie commune? Ça veut dire que on revient aux monnaies nationales, mais quand on veut, par exemple, vendre un produit français en Allemagne, par exemple, on doit passer par la monnaie commune. On doit la convertir en euros. Et puis, de même, inversement, si l'Allemagne nous vend, elle va convertir en euros. Il y a donc une double conversion qui se fait. Bon, effectivement, ça prend du temps, c'est un peu plus compliqué, ça fait des coûts de transaction, ça complique la comptabilité. Mais le grand avantage d'une monnaie commune, c'est que l'on fixe des parités entre ces monnaies en fonction d'un certain nombre de critères. Fixe des parités, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, elles ne flottent plus. Donc, la spéculation ne peut plus rien faire contre elle, la parité est fixe. Ces parités sont révisables. Ces parités tiennent compte de quoi? Alors, je développe un tout petit peu mon sujet. Supposons que nous fassions de la relance en France, et les autres n'en font pas. C'était un peu ce qui s'est passé en 81, 82, 43, 83 avec l'expérience, le début du premier quinquennat de Mitterrand, du septennat de Mitterrand. Je vous rappelle que cette expérience de 3 ans, qui ressemblait un peu vaguement à quelque chose comme un socialisme de marché, cette expérience s'est faite dans le cadre de ce qui était le SME, le système monétaire européen. Le système monétaire européen, c'était absolument pas une monnaie commune. C'était simplement une unité de compte, hein, et il y avait des écarts possibles. Au-delà des écarts, on sortait du système monétaire européen. Et Mitterrand n'a pas voulu sortir du SME, il a voulu y rester, et à la suite de ça, nous nous sommes trouvés prisonniers de la logique infernale qui nous a conduits à la monnaie unique et à aujourd'hui. Et à bien d'autres choses. Les monnaies communes sont donc des parités ajustables. Vous faites de la relance, les autres n'en font pas. Ça veut dire que les prix vont augmenter chez vous. Puisque vous donnez davantage de salaires, vous créez des emplois, vous faites des investissements publics, etc. Les prix vont augmenter. Donc, à ce moment-là, il y aura de l'inflation. Et donc, il y a un différentiel d'inflation. La monnaie unique, ça consiste à dire à intervalles réguliers, il y a un tel différentiel d'inflation, donc on ajuste la parité. Et donc, si vous voulez, c'est l'équivalent d'une dévaluation, puisqu'on a il y avait trop d'inflation, c'est l'équivalent d'une dévaluation, mais une dévaluation concertée et maîtrisée. Bon. De même, un autre critère important pour une monnaie unique, ça serait tenir compte de l'évolution des coûts du travail. Hein, pour éviter ici les coûts du travail aujourd'hui servent essentiellement à faire de la concurrence déloyale. Hein. Baisser les coûts du travail un peu partout pour l'emporter sur le concurrent. Bon. Alors là, justement, permettez-moi une parenthèse. Je vous disais tout à l'heure plus haut que cette politique était absurde. Oui, elle est absurde. Elle est absurde parce que si chacun fait ainsi, hein, cette course au moins 10 ans, hein, eh bien c'est l'ensemble de la demande européenne qui baisse. Hein? Même l'Allemagne aujourd'hui s'en rend compte. Elle a plus de mal à exporter dans les autres pays européens parce que l'économie européenne fonctionne en partie, hein, en elle-même, sur elle-même. Hein. Là, ça dépend des pays, mais la moitié des échanges se font à l'intérieur de l'Union européenne. Donc cette idée de baisse des coûts, baisser toujours, cette déflation salariale, cette baisse des coûts n'aurait d'intérêt que en dehors de l'Union européenne, hein, vis-à-vis des pays hors de l'Union européenne. Voilà. Donc, pour revenir à ma monnaie unique, il faudrait tenir compte des différentiels de coûts du travail pour qu'il n'y ait pas cette concurrence sauvage, hein, concernant les coûts du travail de plus en plus bas ou de plus en plus restreints dans tel ou tel pays, pour que
donc il y ait un ajustement, ce qui serait encore l'équivalent finalement d'une forme de dévaluation ou de surévaluation. C'est ça la monnaie commune. C'est ça la monnaie commune. Et la monnaie commune, ça veut dire que par rapport à l'extérieur de l'Union européenne, ou en tout cas de la zone euro, puisque nous parlons de la zone euro, ça veut dire qu'on ne peut échanger à ce moment-là qu'avec la monnaie commune. On peut vendre qu'en monnaie commune, on ne peut pas vendre en francs. Bon, c'est une proposition très, très raisonnée, très raisonnable, hein, qui ne consiste pas à revenir aux monnaies nationales avec tous les risques que ça comporte. C'est une proposition qui est soutenue par des très bons économistes, par quelques hommes politiques, et c'est une proposition qui n'est d'ailleurs pas totalement originale. Hein. Le rouble est une monnaie commune pour les pays de la CEI. Hein. Le sucre est une monnaie commune pour les pays de l'Alliance bolivarienne. Donc ce n'est pas une découverte, une invention. C'est une proposition que, à mon sens, la France est à même d'imposer. La Grèce peut-être pas, mais la France oui. Si la France dit, écoutez, nous sortons de l'euro et nous bâtissons ensemble une monnaie commune. Si elle dit aux Allemands, vous voulez garder une zone marque, mais gardez-la donc. Ça sera une zone marque, hein, une monnaie à l'intérieur des monnaies qui se réfèrent à la monnaie commune. C'est ça ou rien. C'est ça où nous quittons l'Union européenne. Voilà un discours qui, je pense, serait entendu, parce qu'il est logique, il est raisonnable, et ma foi, hein, l'Union européenne sans la France, c'est le pilier du temple qui s'écroule. Hein. Bon. Donc, premièrement, récupérer notre souveraineté monétaire et s'inspirer ici de ce que font des Chinois. Deuxièmement, attendez, je voudrais pas. Deuxièmement, trouver des moyens de financer notre État, faire un petit peu comme font les Chinois. Financer nos dettes publiques, comment? Par la Banque de France, elle a retrouvé son autonomie. En partie, il ne s'agit pas évidemment de faire marcher la planche à billets à volonté. En partie. Deuxièmement, faire appel aux ménages français, hein, pour